Sonia m'a invitée, c'est parce qu'on a travaillé ensemble sur ce projet au Sinaï, j'y reviendrai. Et ce qu'on va appeler un robot dans ce projet, vous l'avez à l'image, il est tout petit, il roule, il ne fait pas grand-chose. En fait, c'est un automate qui répond à quelques instructions. Mais j'étais ravie d'entendre monsieur Hélin, Frédéric Hélin, ce matin dire si quelqu'un dit que c'est un robot, on va dire que c'est un robot parce que c'est un projet qui a démarré en 2014, 2015, 2016. Et moi, ça m'interrogeait vraiment de savoir qu'est-ce que ça pouvait être un robot ou pas un robot, la distinction. Et en fait, 10 ans après, c'est toujours pas si clair. En tout cas, c'est pas une distinction qui est forcément la plus pertinente pour produire des résultats. Alors, vous allez devoir me suivre un petit peu dans des considérations liées à l'apprentissage. Et ce robot qui s'appelait Albert, le constructeur, le propose à une entreprise qui s'appelle Awabot. Et puis, on cherche qu'est-ce qu'on pourrait en faire. Ça a l'air intéressant, il fait des choses assez intéressantes. Et qu'est-ce qu'on pourrait en faire pour faire apprendre les maths, parce que moi, je suis en mathématiques et il s'agit de faire apprendre du contenu. Alors, c'est un robot dans un dispositif hybride d'objets connectés, tangibles et numériques. Et peut-être le fil conducteur, des choses que je n'ai pas vues ressortir, qui sont trop implicites, je pense, pour votre communauté, c'est le fait que le robot, mais ça a été dit, c'est un objet qui est à la fois dans le monde physique, qui produit des effets dans le monde physique et qui est un objet du monde numérique qui pourrait être juste derrière, en fait, qui accepte et qui interagit avec les environnements informatiques. C'est pas un robot qui enseigne. Tout à l'heure, j'étais à un atelier où on voyait avec Nao, on avait testé est-ce qu'il pouvait faire le cours. Alors dès qu'on fait un peu, on a des questions sur l'enseignement, on a un peu d'expertise sur les questions d'éducation, d'enseignement, d'apprentissage. On se dit ça, c'est sûr que c'est pas possible. Ça fait 40 ans à peu près qu'on le sait, parce que ce que fait le prof, c'est pas juste dérouler un discours, même si parfois c'est le cas. Donc ce qui va intéresser, je ne sais pas si je vais y arriver vraiment à tenir cette ligne, mais qu'est-ce qui fait la distinction et l'articulation du tangible et du numérique. Alors, un robot pour apprendre des mathématiques à l'école, c'est absolument pas absurde, ni folklorique, ni complètement innovant, parce que l'apprentissage des mathématiques, alors, c'est pas si vieux, les années 2000, mais si c'est publié en 2000, c'est que c'est bien plus vieux, a mis en évidence le rôle de la manipulation, il y a plus d'un siècle, des objets tangibles dans l'apprentissage, l'engagement corporel, la cognition incarnée, c'est des outils et des concepts qui sont là pour expliquer qu'on apprend, pas juste en interagissant avec des objets, la manipulation, mais aussi parce qu'on est nous-mêmes un corps et que la façon de comprendre, de conceptualiser est liée au fait qu'on soit incorporé. On a une autre théorie qui n'a rien à voir dans un autre champ, théorie des situations didactiques, et qui met l'accent sur le rôle clé des actions et des rétroactions pour apprendre. On apprend en particulier les mathématiques en agissant avec ce qu'on appelle un milieu, un objet complètement théorique, mais on agit sur quelque chose et on lit ce qu'on récupère de nos décisions mathématiques, stratégiques pour résoudre le problème, pour apprendre. Ensuite, on a aussi l'aspect système de représentation sémiotique et connaissances mathématiques. Les connaissances mathématiques n'existent que parce qu'on a des systèmes pour les représenter. Les concepts mathématiques complètement abstraits n'existent pas si on ne peut pas les signifier à travers un système sémiotique particulier. Et en fait, il y en a plusieurs, et faire des mathématiques, c'est passer d'un système à un autre. Donc là, on peut commencer à se dire, est-ce que ce qu'on va proposer dans notre dispositif d'objets connectés va pouvoir produire différents types de registres sémiotiques. Et puis, d'autres travaux qui ont précisément, par exemple, sur l'apprentissage des fractions, montré qu'il y avait de la conceptualisation mathématique comme résultat de l'expérience avec l'environnement physique et la nécessité d'adaptation et de passage d'un environnement à l'autre. Les environnements trop structurés ne permettent pas de développer conceptuellement des choses suffisamment transférables. Donc, c'est dans le transfert qu'on apprend. Si on n'a pas un apprentissage et une conceptualisation suffisamment robuste, si on est juste toujours dans le même cadre à produire les mêmes choses. Alors, le tangible et le numérique pour l'apprentissage, finalement, pourquoi c'est sorti et au moment où, par exemple, Sonia Mandin nous a rejoint à l'IFE, c'est qu'il y avait longtemps qu'on utilisait les environnements informatiques pour apprendre,
et faire apprendre plutôt, avec à Grenoble des succès mondiaux, vraiment qui font des références, mais embarqués dans des ordinateurs. Et quand on s'intéresse aux apprentissages des élèves très jeunes, en fait, et à l'école primaire, il y avait plein de difficultés qui faisaient qu'on n'arrive pas à rentrer à l'école primaire, parce que déjà un prof, il ne peut pas s'embêter à avoir un système pour faire apprendre un petit bout des mathématiques, un autre système pour faire apprendre un autre petit bout des mathématiques, et je ne parle pas de toutes les disciplines qu'il doit enseigner. Donc il y a des vraies difficultés d'intégration du numérique à l'école, mais il y en a aussi au collège, au lycée, à l'université. Ce n'est pas si simple. Et finalement, 40, 50 ans après, ce n'est pas si simple. On reste avec des difficultés. Et puis c'est nouveau, il y a une réticence maintenant devant les écrans. Et on se pose, et on a raison, moi j'ai travaillé depuis 25 ans, 30 ans, fascinée par ce qu'on avait pu faire en géométrie en particulier. Mais maintenant, on se pose la question de est-ce qu'il faut exposer les élèves autant aux écrans. Et je ne vais pas développer là, mais ça a posé la question de l'articulation, en fait, en arrivant à l'école maternelle ou à l'école primaire plutôt, la présence de ces objets qu'on manipule directement pour faire apprendre. Et là, il y a une vraie culture des enseignants du milieu du terrain. Et comment on peut articuler correctement pour que chacun des dispositifs, des environnements avec lesquels on peut interagir et qui ont montré qu'ils étaient pertinents pour apprendre les maths, se combinent correctement. Et c'est un modèle, enfin en tout cas une idée de duo d'artefacts et d'essayer de voir les complémentarités, les redondances et les antagonismes entre ce qui se passe dans l'environnement matériel et dans l'environnement virtuel. Et le début, c'était ces robots. On arrive, c'est génial parce que ce petit robot Albert, il paye pas de mine. En plus, j'ai pas pu vous l'amener parce que je suis revenue à Grenoble il y a pas longtemps, donc j'avais pas ressorti mes mallettes et je suis même pas sûre qu'il fonctionne encore. Peut-être, mais il est basique. Il roule sur 2 roues, mais ce qu'il fait, c'est qu'il lit du papier imprimé. Alors maintenant, c'est facile, on a des QR codes, on sait faire ça super simple et tout. Il y a 10 ans, c'était pas tout à fait la même chose. Et en fait, ce que ça permet de faire, c'est d'articuler le tangible, alors un tangible hyper rustique, des cartes avec des nombres dessus ou d'autres choses, on a fait pas mal de choses intéressantes, et du numérique. Tout d'un coup, le robot réagit aux propositions. Donc ce projet, il avait, on parle de la recherche avec des entreprises. On avait DigiSchool à Wabot, des entreprises lyonnaises. Je pense qu'ils font partie du réseau d'entrepreneurs. Je ne sais pas où il est parti, le collègue. On était 4 partenaires. On a développé pendant moins de 2 ans un ensemble de jeux. On a exploré ce qu'il était possible de faire, co-concevoir des jeux pour faire apprendre les mathématiques avec des équipes d'enseignants, sur le terrain, en partant des pratiques réelles, des besoins auxquels ils voudraient tenter de répondre et d'explorer ce qu'on pouvait faire avec ce robot qui, au début, même la version qu'on nous avait donnée, ne fonctionnait pas. Donc, sur quoi, il faut quand même que je regarde un peu l'heure, parce qu'au début, je dis je ne veux pas parler longtemps, mais après, je suis très bavarde. On a exploré, on a fabriqué dans ce projet, on a fabriqué 4 jeux successifs en explorant différents rôles possibles pour ce petit robot. Et je vais, dans l'exposé, un peu plus développer l'idée de production de rétroaction. Mais la première chose que nous ont dit les profs, c'est un robot qui se déplace sur un plateau. En fait, c'est un robot, il est grand comme le verre, un peu plus. Donc, on fait un plateau de jeu. Il sait lire, il sait où il est sur le plateau de jeu. On peut lui donner des cartes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un jeu de loi, en fait. La première idée, on fait un jeu. En fait, le robot, c'est un pion qui se déplace sur un plateau. C'est hyper rustique, mais finalement, si on interroge les gens, c'est ça qui va sortir systématiquement, très régulièrement. Ensuite, donc, on a fait un jeu comme ça, puis en essayant que ce ne soit pas juste un jeu de loi, qu'il se passe des choses qui suivent des trajectoires qui soient plus complexes. Ça peut être aussi, et là, l'autre version avec les bibots ou d'autres robots qui sont apparus dans les classes, et là, qui ont eu un peu plus de résistance, qui sont encore présents. C'est un robot dont l'enjeu, c'est de contrôler son déplacement, de l'amener à faire telle et telle trajectoire à tel endroit précisément. Et du coup, on apprend en tant qu'élève à coder la trajectoire ou le déplacement d'un robot. Et puis, donc, on a fait un jeu qui s'appelait Voyage dans le plan, qui est un peu qui exploite le robot de cette façon. Le point très fort qui est sorti, c'est l'idée d'un compagnon, un guide qui donne des instructions, des conseils, qui encourage.
C'est pas un adversaire dans le jeu, il peut être un partenaire dans le jeu, il fait une partie des choses, il a une partie des informations. Les joueurs ou le joueur a d'autres parties d'informations. On a fait des jeux collaboratifs. Donc les joueurs avaient d'autres informations, il fallait travailler ensemble. Donc c'est un compagnon, un partenaire et en fait une mascotte. Alors là, ça marche à tous les coups, mais je pense qu'il n'y a même pas besoin de le dire. On amène un petit truc avec une perruque colorée, avec des gros yeux, oui. Alors il avait l'air d'une bestiole, mais tout le monde l'a adoré. Vous verrez là, les dessins des enfants. Et la question en tant que didacticienne, c'est est-ce que les rétroactions qu'il va pouvoir produire, non seulement parce qu'il est, lui, il ne fait pas grand-chose, mais il est équipé d'un smartphone, donc il donne des informations via le smartphone, il a des yeux qui clignotent, il peut tourner sur lui-même, on le fait danser, tout ça, on le fait se déplacer. Est-ce que ces rétroactions que le robot va produire peuvent être significatives du point de vue de l'apprentissage des mathématiques et de l'évolution des stratégies. Donc voilà, le robot producteur de rétroaction, on va regarder ensemble qu'est-ce que ça fait ou pas. Alors, moi, je suis pas trop... Mon expertise, elle n'est pas là sur l'interaction homme-machine ou sur les questions d'ergonomie ou de modélisation de l'interaction robot-humain, mais en tout cas, ce qui était clair dès le début, c'est qu'on avait un foisonnement de possibilités, des cartes, des jetons, on a imprimé plein de trucs, des stylets, un robot. Comment on pense l'interaction, l'action de l'élève, on va parler d'élève, il apprend, ou du joueur, avec le dispositif. Est-ce qu'il pose un jeton là, il donne une carte là, il appuie ça sur le robot, il prend la tablette, il fait telle action, soit via un objet tangible, et donc on voit un des trucs de base, c'est qu'on lui glisse une petite carte dessous et il sait qu'on lui a dit ça. Enfin non, là c'était le nombre aussi, il sait ce qu'on lui a donné. Ou alors on agit sur la tablette et les tablettes étaient connectées entre elles, donc on s'envoie des trucs d'une tablette à l'autre, on passe un nombre à un endroit pour dire c'est ce nombre qui m'intéresse. Et les rétroactions, et c'est là où vraiment le robot il était intéressant, et ben les rétroactions ça peut être le robot il s'avance sur une piste, plus ou moins loin, il y avait un nombre à atteindre. Je vais vous montrer un des jeux, à nouveau très rustique. Mais est-ce que l'élève va comprendre et avancer dans son travail mathématique si le robot se déplace sur la piste pour signifier quelque chose, ou s'il lui dit regarde ta somme, tiens, ce que tu obtiens, c'est plus petit ou c'est plus grand, par exemple, en le disant plus explicitement. Et donc... Bon, quelques petits points de précision. Par exemple, on caractérise en didactique, ça suffit, les types de rétroactions quand il s'agit de faire apprendre à 2 niveaux. Les rétroactions d'évaluation, l'élève qui maintenant, il y a 10 ans, il y a 20 ans, ce n'était pas le cas, mais dans un système, l'élève il produit une réponse à une question en maths ou à un problème, il a envie de savoir si c'est juste ou faux. Pas forcément automatiquement, mais s'il demande, il a envie que le système soit capable de lui dire si c'est le cas. Ça, c'est l'évaluation. Réussi, pas réussi. Échec, réussite. Après, il y a d'autres rétroactions qui sont plus complexes, plus subtiles, mais beaucoup plus performantes pour l'apprentissage, si on veut faire un système qui aide. C'est des rétroactions qui sont liées, on a appelé ça 2 stratégies, mais qui est une réponse qui est relative à la stratégie de résolution sans clore la tâche. Sans dire forcément c'est juste, c'est réussi ou c'est raté, parce qu'éventuellement, les élèves, ça les arrête complètement. Peut-être que l'élève peut faire un raisonnement en disant « Ah, s'il me dit ça, c'est que ça ne va pas marcher ce que je voulais faire. » Mais le robot n'a pas dit oui ou non et n'a surtout pas clos et empêché de continuer à chercher d'autres solutions. Donc ça, c'est de trouver des rétroactions du système au niveau de la stratégie. Et puis, les rétroactions liées à la manipulation directe, ça c'est un peu d'interface homme-machine. De toute façon, le système doit produire des rétroactions immédiates et continues pour que juste le joueur sache que le système a bien compris ce qu'il était en train de vouloir lui dire. Et puis on a analysé avec Sonia les rétroactions et si elles étaient perçues comme aide ou comme menace. Et on peut avoir des rétroactions du système qui peuvent être perçues comme menace ou selon l'objectif de l'apprenant qui a une recherche de maîtrise, il veut comprendre ce qu'il est en train de faire, il veut réussir à apprendre et à faire correctement, ou des élèves qui veulent juste réussir. N'importe comment. Ils ne cherchent pas à comprendre pourquoi, à vraiment apprendre, mais ils veulent que ça fasse le truc, genre le robot qui danse. Et quand on peut combiner, les rétroactions peuvent être perçues comme une aide ou une menace, selon qu'on a une réussite de maîtrise, ou enfin une recherche de maîtrise ou une recherche de réussite, et c'est un peu complexe.
Donc, je crois qu'il faut que j'accélère un petit peu là. Voilà. Donc, le monde tangible et le monde numérique. Est-ce que, je passe à la deuxième question, est-ce que le déplacement du robot et sa position peut être une rétroaction tangible qui a une signification pour l'apprentissage des mathématiques pour ses élèves? Et on est allé voir sur le jeu du nombre cible. Alors, c'est un jeu tout simple. Le robot vous tire un nombre. La cible, c'est 21. Et vous avez 6 cartes. Vous devez choisir. Alors, vous avez plein de cartes parce que le matériel, c'est plein de matériel. Et parmi ces 6 cartes, choisir 3 cartes dont la somme va faire 21. Bon, on va le tester. Ce type de jeu, cette dynamique de jeu, on l'a testé du CP à la 6e, cycle 2, cycle 3, avec des nombres entiers, ça vous paraît ultra simple. Avec des nombres décimaux, c'est déjà beaucoup moins simple. Écrit sous écriture décimale ou écriture fractionnaire. Et on a une dynamique de jeu commune du CP à la 6e, donc une raison d'utiliser le jeu un peu plus grande. On avait fabriqué une version carte et une version tablette. Et ça aurait dû nous permettre d'étudier bien et en benchmark l'un contre l'autre, mais on n'est pas allé suffisamment loin. Et je vais sauter ma partie préférée, qui est l'analyse didactique. Mais peut-être si je reviens juste en arrière, par exemple, trouver 21, c'est assez facile parce que, non justement, c'est difficile ici parce que, par exemple, je ne vais pas pouvoir trouver 10 ou trouver 20, parce que pour m'appuyer dessus et obtenir 21. Or, dans les stratégies des élèves, trouver 2 cartes qui font 10 et compléter par exemple par 11, c'est très facile. Et là, il n'y a aucune combinaison de 2 cartes qui va faire 10 ou 20. Et elle va être, du coup, la recherche va être beaucoup plus complexe. Un des autres points, c'est le fait qu'il n'y a pas de distracteur, il n'y a pas une combinaison de 2 cartes qui donne la bonne solution, parce que là, à tous les coups, les élèves, ils partent avec juste 2 cartes, ils sautent une des contraintes du problème. Bon, ça, l'analyse didactique, elle permet, en fait, de programmer, de choisir les versions du jeu, et on s'est rendu compte que le jeu avec les cartes physiques n'était pas forcément plus facile que le jeu avec les nombres sur les tablettes, pour des raisons que je ne vais pas déployer, éventuellement on pourra développer, mais voilà, il y a des choses qui se passent, on ne peut pas transférer l'un à l'autre directement. Donc dans l'étude des rétroactions, en gros, les élèves donnent 3 cartes, le robot se déplace sur la cible si la somme est correcte, avant la cible si la somme est plus petite, après la cible si la somme est plus grande, et je ne sais pas combien de temps il me reste, 5 minutes, mais donc je vais aller jusqu'à la fin, et bien ça ne marche pas du tout, les élèves, ils ne comprennent pas. C'est-à-dire que le robot, il s'arrête avant et ils ne comprennent pas qu'ils ont mis des nombres dont la somme est trop petite, ou en tout cas pas simplement, pas systématiquement. C'est-à-dire que cette métaphore du robot qui se déplace sur une piste, qui s'arrête au bon endroit si je suis juste à la cible, qui dépasse assez loin si je suis vraiment trop grand avec mes 3 nombres, ou qui s'arrête juste avant si je ne suis pas trop loin avec mes 3 nombres, eh ben, ce n'est pas disponible pour faire des mathématiques. Donc voilà, c'est le résultat qu'on a, c'est-à-dire qu'on part avec des éléments d'action du robot dans l'espace. On pense qu'il y a des éléments qui sont disponibles chez les élèves, et ben pour l'apprentissage, c'est pas si simple. Alors, si j'avais mis cette diapo pour vous dire que dans le contexte du projet, on a eu on a fabriqué, je pense que c'est peut-être le point, 66 kits avec des tablettes, des robots qu'on a mis dans des classes. On a eu énormément d'élèves. À la fin, on a compté 6500 séances élèves, c'est-à-dire un élève qui a joué 6500 fois ou 6500 élèves qui ont joué une fois, mais c'est entre les deux, pour dire le volume des usages. Ça, c'est ceux qu'on a authentifiés, mesurés, suivis. Derrière, il n'y en a pas eu autant. Donc, l'impact dans les écoles, l'adhésion, elle est énorme. Et puis derrière, 10 ans après, c'est fini, les robots, ils ne marchent plus, c'est trop lourd, ça ne fonctionne pas. Je vais aller au résultat. Dans ce cadre assez large, avec Sonia, on a monté plusieurs expérimentations plus locales qui allaient voir qualitativement des choses assez fines. Et c'était celle-là qui nous a permis de conclure qu'en regardant jouer les élèves, en les interviewant ensuite, on avait comme résultat que seuls 5 élèves mentionnent que les mouvements du robot permettent de savoir si la somme est trop petite ou trop grande, 5 sur 28. Alors, il y en a 3 qu'on n'avait pas interviewés après, mais c'est très peu. On se dit que voilà, le robot, il se déplace, mais ça ne veut rien dire pour les élèves mathématiquement.
Là, du coup, pour la didacticienne, c'était un peu dur, quoi. Ça ne veut pas dire que le robot, il n'est pas intéressant, mais ça veut dire que les rétroactions tangibles, elles ne se véhiculent pas du tout nécessairement les significations qu'on veut mettre, nous, en tant qu'utilisateurs beaucoup plus avertis, en tout cas connaissant plus de mathématiques. Les trajectoires rectilignes et les positions du robot ne semblent pas être une métaphore de la droite des nombres. Et en fait, on a lancé, alors pas en lien, mais une des explications, c'est finalement que le contenu mathématique n'était pas disponible pour ces élèves. Mais à la fois, ils ne peuvent pas savoir tous les mathématiques pour commencer à utiliser le robot. Et enfin, normalement, les choses s'enchaînent et s'appuient les unes sur les autres. Tandis que là, il nous manquait une pièce importante. Finalement, les rôles principaux du robot, qui reste à l'issue de tout ce travail et qui reste présent, c'est l'idée du robot compagnon et l'idée de l'objet à piloter, l'enjeu de la situation. En fait, on est focalisé, c'est ce robot qu'on doit amener à un endroit ou à un autre dans les jeux qu'on a fait. Peut-être je peux rajouter un point. Donc, le 4e jeu qu'on a créé, c'est un jeu aussi sur les nombres, sur la numération décimale de position, qui s'appelle le Chiffrescope. Ce jeu a été testé en 2019 avec la version tablette robot avec des élèves de CE2 et de CM1 pour voir s'ils apprenaient mieux la numération. Là, il y a des petits effets en CE2, beaucoup moins en CM1. Mais c'est un jeu qu'on a décliné maintenant complètement en version papier avec du papier imprimable, du carton que les profs impriment dans leur classe. Et ça marche. Ça, maintenant, c'est dans les écoles, c'est le ministère le mentionne, etc. Donc, on se retrouve. À nouveau, mon idée de dire on va avoir des objets connectés, on va faire une fusion entre le matériel tangible et les environnements numériques à travers un robot, ou en tout cas des tablettes, etc., pour amener le numérique dans les classes, lui rendre son rôle, son intérêt. Pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Voilà. Alors, c'est pas une note très positive, mais ce que vous faites, c'est plus positif. Mais l'éducation, c'est quand même un champ qui résiste fortement, pourtant qui a des besoins énormes. Eh bien, merci beaucoup, Sophie. Du coup, est-ce que quelqu'un a des questions à poser ? Oui, Véronique. Oui, c'est vraiment intéressant. Et en fait, moi, je me demande si ça ne renvoie pas à quelque chose d'un tout petit peu parallèle qui est nos connaissances et nos bootstraps culturels. C'est-à-dire qu'on a fait, d'ailleurs, avec un robot d'Awabot dans un autre PIA, c'est amusant, on a fait plein de choses. Alors, ce n'était pas des enfants, sauf un peu d'enfants, mais c'était principalement des adultes. C'était un jeu, ce n'était pas un jeu pour des mathématiques, c'était autre chose. C'était un rébut. Et en fait, on s'est rendu compte que ce jeu-là, très vite, les gens l'ont identifié comme étant une espèce de mise à l'envers du jeu du chaud et froid. Et en fait, dès que c'est eux qui ont proposé au robot et que le robot simplement clignotait, alors nous, c'était pas, il ne pouvait pas clignoter vert ou rouge, il disait chaud-froid, parce qu'il était doté, on pouvait lui mettre du son, mais là, ça a fonctionné. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ce qui les dérangeait, c'est que c'était trop proche, hein, c'est une espèce de vallée de l'étrange culturel, c'était trop proche d'un jeu qu'ils connaissaient, qui était le jeu du chaud-froid, mais qu'ils ne jouaient plus parce qu'ils étaient adultes. Et du coup, ils étaient dérangés par ça. Alors que dès qu'ils sont revenus dans la structure du chaud-froid, c'est-à-dire que celui qui sait, il dit « t'es chaud, t'es froid ». Il ne va pas montrer. Et bien là, ça fonctionnait. Mais c'est exactement l'objet à piloter. Hein. C'est-à-dire, là, le jeu voyage dans le plan, il devait piloter, puis le robot, il dit attention, j'ai un obstacle, ou je dois m'approcher de ça, ou je ne dois pas m'approcher. Et donc, c'est, comment dire, alors peut-être où je n'ai pas compris, c'est... Ouais. Alors que dans le jeu du chaud-froid, celui qui sait, c'est celui qui dit chaud-froid. Donc c'est au robot de dire chaud-froid. Donc c'est lui qui sait. Oui, donc lui, il ne bouge pas. D'accord. C'est l'humain qui montre. D'accord. Et c'est le robot qui dit chaud-froid, il ne bouge plus. C'est la main de la personne qui montre. C'est ça. Donc c'est inversé. Ben oui, dans le jeu du chaud-froid, c'est ça. Celui qui sait ne bouge pas, il se contente de dire si le mouvement de celui qui cherche est bon ou mauvais. Donc le robot, il bouge pas dans le jeu inversé. Nous, on le fait s'exprimer on le faisait s'exprimer par des petites danses, des petits bruits, des machins.
qui était en accord avec ta juste, ta faux, et puis surtout la manière de le dire pour pas que les gens se sentent dominés, etc. On était sur une histoire de pas dominance, donc c'était un jeu sur l'altruisme en fait. Donc quand il sait que la personne se trompe, il fallait pas qu'il se sente dominé. Oui. Voilà, c'était ça notre idée. C'est pas le jeu lui-même, mais le jeu nous a embêtés à cause de ça. D'accord. Mais enfin, je pense que les positions du robot, nous, dans les jeux qu'on a explorés, c'était assez vite que le robot n'était pas forcément celui qui savait, mais qui avait un bout de l'information et qui partage son bout d'information avec les... Enfin, voilà, c'est pas un adversaire ou c'est pas celui, effectivement, qui a toute la connaissance et qui interagit comme un des collaborateurs Donc c'est pour ça que je pensais celui qui, quand il se déplace, le robot, il sait pas trop bien et puis il peut dire ah mais tu m'as emmené là, mais là tu vois bien que c'était pas là qu'il fallait aller. Bon. Je prends une autre question. Oui, bonjour, merci beaucoup. Je ne suis pas du tout spécialiste ni en robotique ni en didactique. Je voulais savoir simplement si cette expérience avait pu aider ou en tout cas dégager des pistes par rapport à des enfants qui sont dyspraxiques, dyslexiques ou voire atteints d'un spectre autistique. Est-ce qu'on a pu déjà expérimenter ça par rapport à ces enfants ? Ça n'a pas du tout été l'enjeu de ce qu'on a étudié et analysé et suivi. En revanche, comme c'était dans beaucoup de classes avec beaucoup d'enseignants et qu'on a dans les classes l'intégration des enfants de tout type, il y avait, il y avait aucun problème remonté. Aucun prof m'a dit avec mes enfants, avec mes élèves qui fonctionnent pas exactement comme tous les autres, qui ont une AESH ou qui jouent pas. Non, tous ils travaillaient ensemble avec. Il n'y a pas eu d'éléments qui montraient qu'il fallait certains des enfants ne pouvaient pas jouer. Mais on n'a pas du tout étudié ce volet-là. Oui. Je remonte. Oui, pardon. En fait, ce n'est pas une question, mais c'est pour donner un complément de réponse à la question qui vient d'être posée. Ce soir, il y a une conférence invitée de Sophie Saka, et elle a beaucoup travaillé sur la question de l'interaction de robots avec des enfants autistes. Donc, si vous pouvez y aller ce soir, elle a passé beaucoup de temps, et je crois avec de très beaux résultats. Ça pourra peut-être apporter un complément de réponse. Nous, notre enjeu, c'était vraiment de rentrer dans le besoin de base central du prof en école, hein, d'adresser le cas qu'on rencontre, qu'on forme, pas les cas trop particuliers. Parce que derrière, il y a un enjeu de trouver un marché et un développement. Et en fait, si on n'a pas une masse suffisante de gens intéressés, il n'y a pas de raison. Mais malgré ça, ça ne fonctionne pas quand même. Alors, merci pour la présentation. Je me demandais si maintenant vous deviez faire, pour ce même sujet, pour les maths à ce même niveau, d'autres activités avec un robot. Est-ce que vous abandonnerez les robots ou est-ce que vous aurez des nouveaux types d'exercices et d'éducation en tête que vous voudriez explorer ? Je n'ai pas réfléchi comme ça, parce qu'il y a une dimension... j'abandonnerai pas complètement les robots, parce que à cause de c'est l'objet qui est tangible et numérique en même temps. Et donc, de ça, il fait le lien entre les deux. Mais voilà. Est-ce que je peux apporter juste un complément sur le projet Osinae, tous les jeux qui ont été développés, à l'origine, il y a des ateliers de créativité qui ont été réalisés avec les enseignants. Donc c'est le game design, voilà, tout ce qui est jeu à l'intérieur. Ça a été co-conçu vraiment avec les enseignants. Et ça, je pense que c'est très important dans ce qu'on a obtenu à la fin. Parce que c'était des jeux aussi qui étaient accessibles aux enfants, leurs enseignants étaient là et ils savaient que c'était le genre de jeu qui les attirait. Et qui répondait aux besoins des enseignants, parce que ce qui arrive dans les classes, c'est parce que l'enseignant a vu et a décidé que ça avait son intérêt, que ça répondait à un besoin. Donc, oui, les robots, je pense qu'au sens d'objet qui va interagir et fonctionner et faire des choses que le tangible ne peut pas faire,
Ça sera très bien. C'était intéressant et je pense qu'on l'a peut-être pas suffisamment exploité de voir comment les enseignants s'appropriaient en fait le robot dans une activité, puisqu'ils avaient le choix finalement de dire comment est-ce qu'ils voulaient l'utiliser dans ces activités de jeu. D'autres questions? C'est bon? Eh bien, merci beaucoup Sophie. Et on va donner la parole.